Allô, allô, bon mercredi! Donc, je suis en direct, comme à tous les mercredis, pour notre petit rendez-vous de 10 heures. Où est-ce que je vous réponds? Je réponds à vos questions sur la nutrition. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais attendre que vous vous joigniez à moi. Donc, ouais, ça commence. Super! Donc, je m'appelle Sandra. Si jamais vous écoutez ma vidéo pour la première fois, je m'appelle Sandra, je suis nutritionniste et j'ai 4 enfants de 10 ans et moins. Et j'ai une pratique en ligne qui se nomme Maman mange bien. Et je donne des conseils sur la nutrition pour la famille, de la grossesse jusqu'à l'âge scolaire. Puis un jour, quand je vais avoir des ados, je vais pouvoir vous donner plein de pratico-pratiques là-dessus. Mais j'aime vraiment mieux donner du pratico-pratique quand je le connais. Donc, c'est pas encore le cas, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Donc, tous mes services sont en ligne sur mon site web mamanmangebien.com. Donc, voilà. Donc, super. On peut commencer parce que j'ai déjà des personnes en ligne, des personnes assidues, qu'elles savent que je suis toujours en direct à 10 heures sur Facebook. Et j'ai demandé hier sur Instagram des questions pour faire un question-réponse. Souvent, j'ai un sujet précis. Puis là, je m'emballe, puis je pars, puis je parle pendant 1 heure. Fait que là, aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets, donc je vais répondre à ces questions-là, mais il ne faut pas que je parle pendant 1 heure parce que ça fait des longues vidéos. Mais je me suis fait dire que vous aimiez mes longues vidéos parce que vous mettiez ça pendant que vous pliez du linge ou faire la vaisselle. Fait que si ma vidéo aujourd'hui n'est pas assez longue à votre goût, je vous suggère d'aller sur ma chaîne YouTube parce que j'ai des vlogs. Notamment celui-là que j'ai fait dimanche, qui est quand même assez intéressant, où est-ce que je vous parle des cadeaux de Noël. Fait que vous irez voir ça, parce que moi, je fais pas de cadeaux de Noël à mes enfants depuis plusieurs années, puis ils sont bien heureux de ça leur dérange pas. Puis si c'est quelque chose que vous aimeriez diminuer la quantité de cadeaux, parler en l'entourage, tu sais, essayer de limiter, tu sais, donner des cadeaux par catégorie, des choses comme ça, mais je vous suggère d'aller écouter mon vlog sur ma chaîne YouTube, Sandra Griffin, parce que j'ai eu des bons commentaires. Donc, on va commencer tout de suite pour les réponses aux questions. Aujourd'hui, si vous en avez aussi, vous pouvez les écrire. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions, mais vous savez comment que je parle beaucoup, fait que je veux pas... En tout cas, c'est pas grave. Sandra, elle aime les longues vidéos. Fait que faites-moi des cœurs, faites-moi allô. Vous pouvez taguer vos amis qui connaissent pas ma page. Puis là, l'algorithme, là, Facebook, pas l'algorithme, mais la page Facebook a changé. Puis c'est vraiment rendu difficile parce qu'il faut comme s'abonner. Il faut plus juste aimer. En tout cas, j'ai des amis qui me disent qu'ils voient plus mes vidéos. Fait que je suis triste un peu. Fait qu'assurez-vous de toujours les voir parce que je suis en direct le mercredi et le samedi. Donc, ma première question, top 5 ou top 10 des aliments pour la DME que j'aime, que je trouve pratiques, qui sont nutritifs pour bébé puis qui sont faciles à prendre pour dès le début, là, 6 mois. J'ai les œufs, donc l'omelette, ok, jaune et blanc mélangé. On fait cuire à la poêle ou au micro-ondes, donc ça, c'est sûr que j'adore ça. Surtout qu'il faut introduire les œufs comme allergène dès l'introduction des solides. En passant pour toutes les questions et les informations sur la DME, n'oubliez pas que je donne ma conférence DME, donc mon atelier complet en direct, vendredi le 11 décembre. C'est la dernière fois que je le donne en direct avant les fêtes. Donc, si votre bébé a 4, 5 mois ou même 6 mois puis qu'il a commencé à manger et vous avez des questions, manquez pas ça. C'est tout le temps complet, complet en information, mais en termes de beaucoup de monde. Puis c'est super dynamique. Puis souvent, j'ai pratiquement 1 heure de questions-réponses de plus. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc, manquez pas ça. Je vais mettre les liens là, dans les commentaires plus tard pour ma chaîne YouTube, pour la vidéo en direct. Aussi... Non, c'est juste ça. Je vais répondre à vos questions. Donc, les œufs, la toast, OK? Moi, j'aime le pain grillé. Le pain doit être grillé, OK? Donc, pour donner à bébé en DME, il faut du pain grillé parce que du pain pas grillé, c'est collant puis c'est dangereux pour l'étouffement. Donc, ça prend un pain grillé. Donc, un pain à grains entiers. On regarde pour pas qu'il y ait trop de sel. On le fait griller et on le coupe en lanière ou en triangle. Puis ça, c'est bien toute seule. Mais, puis ça introduit le blé aussi comme allergène. Mais c'est bien aussi pour pouvoir mettre d'autres choses dessus, comme un beurre d'arachide naturel, un beurre de noix qu'on va mettre sur la toast lorsqu'elle est chaude. On peut mettre des compotes, on peut mettre des purées. Donc, ça fait un très bon transporteur. De l'humus, des choses comme ça. Ensuite, un des fruits que j'aime beaucoup commencer, c'est l'orange. Donc, on lave comme il faut l'orange, on garde la pelure et on la coupe en 8. Donc, on a des beaux quartiers d'orange que bébé peut prendre et croquer dans la chair. Habituellement, il adore ça.
Le brocoli cuit à la vapeur 3 ou 4 minutes jusqu'à temps qu'il soit un beau vert pimpant. Ça a une bonne pogne pour le bébé. Il amène ça à sa bouche. Il y a beaucoup de texture. Il est capable de l'enlever. Il est capable de défaire des petits morceaux. Moi, c'est toujours ces aliments-là que j'apporte à mes ateliers. Les céréales de bébé, donc oui, c'est une purée, mais ça reste que notre bébé en DME peut aller bénéficier des céréales de bébé qui sont enrichies en fer, puis il y a plein de façons de la donner, la céréale en DME, que ça soit la cuillère pré-remplie, donc on fait la céréale épaisse, on donne la cuillère à bébé, puis il peut l'amener lui-même à sa bouche. On peut faire la crêpe DME, qui est un autre aliment DME que j'aime beaucoup, donc on écrase une banane avec un œuf, et on ajoute la céréale de bébé, puis on fait une crêpe à la poêle avec ces aliments-là. Puis ça, c'est très nutritif, très apprécié. On peut mettre les céréales de bébé sur la toast, on peut faire des muffins, des sablés, on peut faire des croquettes avec ça. Et dans ce style-là aussi, là, j'ai pas des recettes spécifiques, là, mais les bébés en DME, qu'est-ce qui est plus facile à manger quand on parle de repas complet? Ce sont les mijotés. OK? Donc, soit cuit à la mijoteuse, au four ou à l'autocuiseur, quand la viande se défait, quand les légumes sont mous. Donc, ça, c'est vraiment plus facile que la saison du barbecue pour le bébé en DME. Et les croquettes, OK? Donc, un reste de saumon qu'on va mélanger avec des céréales de bébé, des légumes râpés, un œuf, on va faire une croquette. Donc, ça, c'est facile à prendre avec les mains. Donc, ça, c'est le style de recette que moi, j'aime vraiment beaucoup là, pour un bébé en DME. Donc, une autre question que j'avais. Comment faire la transition de l'allaitement au biberon quand bébé veut rien savoir? Donc, ça, c'est sûr que ce sont des conseils qui demandent à être extrêmement individualisés par rapport à la dynamique, puis quel âge a le bébé et tout ça. Mais mettons là qu'on parle d'un bébé qui est plus vieux, OK? Pour le débuter la garderie, par exemple, et non pas d'un petit bébé. Ça, j'aimerais vraiment mieux que vous parliez, si on parle d'un petit bébé, que vous parliez à une consultante en lactation ou une infirmière, en tout cas, la personne qui vous suit à ce niveau-là, ou même une nutritionniste, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait comme un laps de temps que le bébé, il boit rien, là. Donc, mais si mettons que c'est un bébé qui est plus vieux et qu'on veut, par exemple, qu'il prenne le biberon pour aller à la garderie, bien, premièrement, sachez qu'on n'est pas obligé de passer du sein au biberon. Il peut aller avec un verre à bec, un verre à paille, tout simplement. Et qu'il n'y a pas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas juste une façon de faire, OK? Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est dire aux mamans de se laisser le temps. OK, de ne pas se dire, il commence, mettons, la garderie lundi, fait qu'il faut qu'il prenne le biberon à ce moment-là, mais de se dire, regarde, c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, je vais continuer l'allaitement. Donc, on va lui offrir le temps que le bébé s'habitue à quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas besoin d'être 100% prêt puis de boire 100% au biberon avant qu'on passe à l'autre étape. Donc, ça va augmenter les boires. Fait qu'il n'y a pas de marche à suivre, mais souvent, c'est de faire donner le biberon par quelqu'un d'autre que la maman. Donc, c'est difficile quand on a le lait ici, là, puis qu'on prend le bébé puis qu'on essaie de lui donner quelque chose d'autre. Aussi, c'est de comprendre que le bébé ne boit pas au sein juste pour boire, OK? Fait que des fois, le bébé qui est avec papa ou qui est avec grand-maman, il va pleurer. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il a envie de boire. Ça peut parce qu'il a juste besoin d'être collé ou d'être bercé ou d'être réconforté. Fait que même si cette personne-là essaie de donner le biberon puis que le bébé veut rien savoir, ben c'est pas de se dire « Oh non, il veut pas boire, il grandira plus puis il va perdre du poids. » Mais vraiment, je dis « Bon, OK, on met le biberon de côté puis je vais juste bercer. Peut-être qu'en ce moment, il a juste besoin d'affection. » Fait que je sais que c'est pas une marche à suivre ce que je viens de dire, mais c'est des petits éléments à considérer quand on veut faire la transition, OK? Il faut se laisser du temps, se pas stresser, comprendre qu'au début, il va boire ça, puis une fois qu'il va être habitué, il va boire plus, qu'il il va pas nécessairement tout le temps chercher au sein juste du lait, fait que ça se peut qu'il boive moins aussi au biberon au début, et voilà. Fait que j'espère que ça l'aide pour cette question-là, parce que j'en avais deux dans ce sens-là. Puis le fait que j'aie deux questions là-dessus, là, OK? Je sais que peut-être que c'est des personnes qui savent que je réponds aux questions ou qui écoutent mes vidéos de façon religieuse, mais si vous avez des problèmes avec la transition ou vous avez des questionnements, allez chercher de l'aide, OK? Écrivez-moi en privé, écrivez à votre médecin, votre nutritionniste, à un professionnel, à quelqu'un qui connaît ça, une marraine d'allaitement et tout ça, pour vous aider, OK?
Attendez, je veux dire, on a des conseils, OK? Fait qu'attendez pas si vous avez besoin d'aide à ça. Bon, j'avais aussi la question d'un enfant d'1 an qui veut pas rester assis pour manger, OK? Puis j'avais une autre question, ça ressemblait un petit peu à ça, c'est comment déterminer les règles à table pour un enfant de 2 ans? Ben, faut pas avoir plein de règles à table, OK? Mais rester assis pendant l'heure du repas, ça peut en être une et je vous le suggère de la travailler dès le départ. Ça n'a pas besoin d'être assis pendant une demi-heure, OK? Mais pas de... Il vient prendre une bouchée, il retourne jouer dans le salon, il revient prendre une bouchée. Tu sais, au début, essayez de les garder assis au moins 5 minutes. Puis si c'est déjà ça, c'est bien. Puis tranquillement, on va augmenter à 10 minutes. Tranquillement à 15 minutes. Puis si on est capable d'être tout le monde assis pendant 20 minutes au repas, bien regardez là, c'est bien en masse, OK? C'est vraiment bien, surtout quand c'est difficile de garder les enfants. Ensuite, pas jouer à la table, donc on n'amène pas de jouets. Bien sûr, il n'y a pas de télé, mon Dieu, j'y avais pas pensé, mais c'est parce que c'est... Mais ça, j'en ai parlé tellement, il ne devrait jamais avoir de télé, à moins qu'on décide qu'on fait une soirée cinéma puis qu'on mange en même temps, le parent qui décide ça. Donc ça, c'est pour les règles à table. Il ne doit pas avoir de règles, il faut goûter à tout, des choses comme ça. Aucune règle par rapport à l'alimentation. La bouffe est là, l'enfant peut manger ou pas, manger ça ou ça et pas ça. Manger 3 assiettes s'il veut. OK, pas de règle par rapport à la bouffe, mais par rapport à je reste assis, je joue pas, je me chicane pas. Bon, là, ça fait 3 règles. Pour 2 ans, c'est beaucoup. Bien, ça, c'est un très bon départ pour le repas en famille. Puis comme règle familiale, bien, qu'on essaye de s'asseoir tout le monde en même temps là, au repas. Bon, on a déjà parlé là, du repas. Si papa y arrive plus tard, c'est correct, mais au moins, maman, elle va être là pour le repas. Bon, quand l'enfant d'1 an ne veut pas s'asseoir pour manger, ça peut être plusieurs choses. Revoir l'horaire des repas. Il est peut-être fatigué. Peut-être que ça ne tente pas. OK? Dans cet exemple-là, là, le petit... il fallait qu'elle prenne sur elle parce qu'il bougeait vraiment. Bien, revoir la chaise haute, OK? Quand ils sont tout croches, quand ils sont obligés d'être à genoux sur la grosse chaise, peut-être effectivement qu'il ne veut pas être attaché à 1 an. En 1 an, moi, mes bébés, ils étaient encore dans la chaise haute, là, mais peut-être que cet enfant-là, il ne veut rien savoir. Mais peut-être y aller avec une chaise de transition qui est plus haute, qui est proche de la table, OK? Qui ne se sent pas comme justement attaché, puis qui a un appui-pied. Donc ça, c'est vraiment important pour plusieurs enfants de sentir qu'il y a une bonne position. Donc peut-être revoir ça aussi. Ensuite, s'il veut être sur la maman et tout ça, ben peut-être avant le repas d'avoir un moment pour se coller, pour faire comme le plein d'affection avant d'aller à la table. Puis voilà, fait que c'est des petits conseils. J'espère que ça l'aide. Ah, il veut pas être assis 5 secondes. Ah, Mathieu, Mathieu, il dit, je sais pas certain si c'est papa ou bébé qui aime le plus les crêpes aux bananes. C'est correct, c'est bon pour tout le monde, hein? Malgré que les hommes, ils ont moins besoin de faire que les bébés puis les femmes, là, mais c'est bon pour tout le monde, sans problème. Bon, Edith, je veux pas être assis 5 secondes. Écoute, on va y aller 5 secondes à la fois. Ouais, c'est ça, il est très moteur, donc faire dépenser son énergie, mais peut-être travailler sur cette règle-là, tu sais, on reste assis, on est tous ensemble, tu sais, je suis convaincue que tu le laissais, mais à long terme, ça va être payant, là, que tout le monde soit assis au repas. Bon, OK. Quand est-ce qu'on peut mettre du sel dans nos repas? Là, on parle d'un bébé en DME parce que vous savez que quand on commence les aliments solides à 6 mois, on essaie d'éviter l'ajout de sel. Pourquoi? Ben, c'est parce que le bébé, il couvre déjà ses besoins en sodium. Il y a des besoins en sodium, c'est super important pour le corps, OK? Mais ils sont 100% couverts par le lait maternel ou la préparation pour nourrissons. Donc, il n'y a pas besoin d'apport en sel supplémentaire. Puis en DME, on est vraiment beaucoup en partage du repas. Donc, mais nous, notre alimentation d'adulte, habituellement, elle est trop salée pour être offerte au bébé. Donc, il faut faire attention quand on cuisine à ne pas ajouter de sel, mais surtout pas ajouter beaucoup d'aliments transformés qui en contiennent. On essaie de faire plus attention parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on va offrir à bébé qui contiennent du sel puis qu'on ne peut pas vraiment enlever, puis c'est correct, là, comme le pain, le fromage, si jamais on fait un repas qui a du fromage. Fait qu'on essaie de faire attention. Mais à partir d'1 an, on considère que l'enfant, il mange comme nous. Fait que si on cuisine maison, qu'on ajoute du sel d'une façon normale pour cuire les pâtes et tout ça, bien à 1 an, là, on pourrait arrêter de faire attention au sel. Ça ne veut pas dire que c'est le festival de la charcuterie puis qu'on y met du sel dans son assiette. OK? Moi, mes parents à qui je parle, ils ont toujours bien compris ça. Fait qu'à partir d'1 an, on peut arrêter
de rien saler, là, OK? Donc, ça, c'est une bonne question. Puis, vous vous rappelez la vidéo d'1h15 que j'avais répondu à vos questions sur l'allaitement? Bien, je pense que vous avez vraiment des questions là-dessus. Puis, encore une fois, OK, je suis contente que vous me les posiez, mais allez chercher de l'aide quand vous avez des questions sur l'allaitement. Ça peut être moi, ça peut être une consultante à lactation, si on est vraiment dans le technique. Si vous avez besoin de soutien, une marraine d'allaitement. Donc, vraiment, sachez sont où vos ressources là, pour l'allaitement. Donc, doit-on se préparer à l'allaitement pendant la grossesse? La réponse est oui. Est-ce qu'on doit se préparer physiquement, comme frotter ses mamelons pour qu'ils soient moins sensibles? Non. Mais il faut se préparer, par exemple, pour avoir les outils et les ressources quand on va allaiter. Parce que la minute que tu accouches, ça l'arrive. Fait qu'il faut être prêt, OK? Parce qu'un accouchement, c'est rough. Fait que c'est pas juste entre l'accouchement puis les 10 minutes après, avant que le bébé soit au sein pour la première fois, qu'il faut se préparer. Fait que là, j'en avais parlé la dernière fois, mais je l'avais pas trouvé. Vous devez avoir ce livre, OK? Donc, Bien vivre l'allaitement de Madeleine Allard et Annie Desrochers. Jadis, parce qu'il date de 2010, jadis, il l'avait pu en format papier, mais on pouvait l'acheter en format numérique. Mais la dernière fois, j'ai regardé, puis il l'avait en format papier. Sinon, je le vois toutes les fois dans les ventes de garage. Regardez sur Marketplace. Si vous êtes une maman, vous avez ce livre-là à la maison, puis qui ne vous sert plus, donnez-le à une autre maman, s'il vous plaît. Il faut lire ça, OK? C'est sûr que vous n'avez pas besoin de lire la fin de l'allaitement puis faire son deuil de l'allaitement, malgré que oui, parce que des fois, ça l'arrive malheureusement plus tôt qu'on veut. Mais au début, c'est quoi l'allaitement, le geste d'allaiter, les premiers moments, OK, qui expliquent vraiment le lait du début puis que c'est normal que la deuxième nuit, personne qui vous le dit ça, OK? C'est écrit là-dedans. La deuxième nuit, fait que vous avez accouché. Vous êtes en lune de miel, votre bébé il est épuisé de son accouchement, il fait rien que dormir, vous dites, mon Dieu, c'est extraordinaire. La deuxième nuit, il boit toute la nuit. Il boit toute la nuit, OK? Moi, je l'ai su à mon deuxième enfant. C'était mon ami Dani qui était à l'hôpital, a couché à l'hôpital avec moi pendant que Josué s'occupait d'Agathe à la maison. Mon Dieu, elle n'avait pas d'enfant dans ce temps-là. Toute la nuit, OK? Elle m'amenait Gilbert, puis tout ça, c'était quelque chose. Mais après ça, je le savais, OK? Je le savais que la deuxième nuit, je gardais l'enfant là. Fait que pour Louise, là, la deuxième nuit, j'étais couchée de même dans mon lit avec l'enfant plugué non-stop. Puis pour Annette, c'était chez nous, la lumière allumée, Josué dormait même pas dans le lit, j'étais toute seule avec le bébé. Mais après la troisième nuit, on a la montée de lait, fait que c'est correct. Mais la deuxième nuit que le bébé, il boit tout le temps, là, c'est la nuit qui est décourageante puis qu'on se dit « je t'offrais pas ». C'est juste une fois. OK, après ça, habituellement, ça va mieux. Fait qu'il en parle là-dedans. Fait que vous devez avoir ce livre-là pour vous préparer à l'allaitement. Mais en tout cas, moi, je vous le suggère, là. Sérieux, c'est tellement un bon livre. Ensuite, pour les mamelons irrités et tout ça, moi, je mettais juste, parce que j'avais pas de problème d'allaitement, OK? Ma prise était bonne, ça reste que c'est irritant. Moi, je mettais juste un petit peu d'huile de coco, puis c'était correct pour moi. Mais, OK, ça se peut qu'il y ait des crevasses, ça se peut. Là, il faut aller chercher de l'aide à ce moment-là. Mais c'est pas mauvais d'avoir déjà une ordonnance de la crème du Dr Newman. Et si vous êtes une consultante en lactation ou si vous êtes une marraine d'allaitement, dites-moi s'il y a d'autres conseils ou si je dis n'importe quoi, mais je pense pas. Fait qu'avoir en main l'ordonnance de la crème du Dr Newman, qui est une crème qu'ils vont préparer à la pharmacie qui contient de l'oxyde de zinc, un peu de cortisone, je sais pas s'il y a de l'antifongique là-dedans, en tout cas. Fait que c'est juste que quand là, c'est rouge, là, puis ça fait vraiment mal, ben ça l'apaise un peu. Faut pas abuser de ça, mais au moins vous allez l'avoir sous la main avant, mettons, de voir la conseillère en lactation ou de retourner à la clinique d'allaitement. Ensuite, ayez sous la main vos ressources pour l'allaitement. OK? Contactez déjà l'organisme d'allaitement de votre région, puis parlez avec une marraine d'allaitement avant votre accouchement. Elle va vous rappeler une fois que vous allez avoir accouché. Prenez connaissance des conseillères en lactation qui sont dans votre coin puis peuvent vous aider. Puis la dernière chose, il faut en parler comme il faut avec la famille, son conjoint, sa conjointe, pour leur dire, moi, je désire vraiment allaiter, je veux ton soutien, OK? Je veux pas, dès qu'il y a une difficulté, que tu me remettes sous le nez, que peut-être on serait mieux d'y aller avec un biberon. En tout cas, tu sais, c'est vos désirs, là. Je vous dis pas quoi faire. C'est vraiment comme vous voulez. Mais il faut que tout le monde soit au courant pour être là, pour vous soutenir, OK? Pour vous apporter le bébé
Fait que voilà, moi c'est ça mes conseils pour se préparer à l'allaitement. OK, là vous êtes dans d'autres questions, ça n'a pas rapport avec mon allaitement. OK, j'ai une autre question, c'était bébé boit aux 2 heures la nuit. Comment avoir plus d'énergie pour s'occuper des 2 autres enfants? Oh! Il n'y a pas une alimentation particulière qui va faire ça. Premièrement, vu que tu as déjà 2 autres enfants, tu as probablement déjà un horaire de repas des collations qui est instauré, c'est super. Puis toi, profites-en comme tes enfants. Un déjeuner, une collation. Un dîner, une collation. Un souper, une collation de soirée. Tu te lèves aux 2 heures la nuit, une collation de nuit. OK? Parce que ça se peut que tu aies faim. Point de vue nutrition, au moins ça, là, c'est vraiment super. Après ça, l'énergie, écoute, elle va venir juste avec le retour du sommeil. Fait que si tu peux avoir de l'aide dans le jour pour faire une sieste ou la nuit, justement, pour te donner un break, ou instaurer une façon de faire du cododo de façon sécuritaire. Hein. Le cododo, c'est de dormir dans la même chambre que bébé versus le partage du lit. Tu peux aussi avoir comme un petit lit là, à côté, tout ça, parce que le fait de se lever puis d'aller allaiter ailleurs, ben ça réveille vraiment beaucoup la maman. Alors que si on peut allaiter dans... je sais même pas si c'était de l'allaitement. Je sais pas. Ben probablement, parce que si c'était des boires au biberon, j'espère que t'en fais donner une coupe par ton chum, OK? Donc voilà, fait que c'est d'aller chercher de l'aide pour te reposer puis de manger tes repas comme tu fais manger tes autres enfants parce que tu en as besoin aussi de cette énergie-là, mais il n'y a pas un aliment qui va faire pouf. Le café, tu peux en prendre un le matin, mais tu sais, quand tu manques de sommeil la nuit, ça va faire un bout, là, mais tu peux pas juste te droguer au café non plus parce que tu veux que le bébé n'ait pas des symptômes de trop de caféine. Donc, je vais regarder vos questions. Est-ce qu'un bébé de 9 mois peut déjà être difficile côté nourriture? Mon bébé refuse souvent la nourriture, il voudrait toujours juste manger du fromage, des pommes ou des œufs brouillés. Camille, c'est vraiment une bonne question. OK, ton bébé il est en apprentissage. Puis là, c'est le moment d'implanter tout de suite le partage des responsabilités. Tu choisis le repas, OK? Là, tu m'as nommé qu'est-ce qu'il aimait. Fait que ce que je veux pas que tu fasses, c'est de lui donner juste ces aliments-là. Parce que c'est sûr qu'il n'ira pas découvrir puis apprécier la variété. Fait que ton rôle, c'est que tu offres des aliments variés qui conviennent à son étape, où est-ce qu'il est rendu au niveau des textures puis de manger par lui-même et tout ça, OK? Donc, toi, c'est ça ton rôle. C'est pas de lui offrir juste qu'est-ce qu'il aime. Là, c'est comme si tu lui donnais ce rôle-là de décider du repas. Fait que fais attention parce que oui, ça peut pas rendre l'enfant difficile, mais ça peut empirer une sélectivité alimentaire, OK? Donc, tu continues de lui offrir différents aliments que toi, tu décides, pas juste les aliments qu'il aime. Fait que toi, ton rôle, c'est de décider de quoi. L'enfant, lui, va décider, le bébé va décider de la quantité. Fait que tu dois accepter que des fois, il mange rien. C'est correct, OK? Ça peut être plusieurs choses. Est-ce que c'est la bonne texture? Est-ce qu'il est capable de le manger? Est-ce qu'il aurait besoin d'aide? OK? Tu sais, moi, c'est sûr, j'enseigne la DME, là, mais moi, ce que j'enseigne, c'est de vous fier à votre bébé. On n'est pas obligé de le regarder là manger puis de dire, mon Dieu, il est bien pas habile. Tu peux-tu l'aider? S'il a besoin d'aide, tu dois l'aider. Tu dois t'adapter à ce que ton bébé il te montre, OK? Fait que tu dois accepter qu'il ne mange pas, mais tu compenses pas en lui donnant juste ce qu'il aime parce que là, tu vas vraiment diminuer la variété. Fait que il y a des jours qu'il va manger plus parce que tu as décidé que tu donnais des œufs cette journée-là ou ce repas-là. Puis il y a des journées qu'il y a un repas, il va jouer puis il mangera pas beaucoup. C'est pas grave, il reçoit encore beaucoup de lait puis justement, il est en apprentissage. Fait que c'est vraiment le moment de continuer puis d'implanter le partage des responsabilités. Tu décides de qu'est-ce qui est offert en te fiant aux capacités de ton bébé, mais le bébé décide de la quantité. Sandra a dit, moi, ma 9 mois veut juste des textures lisses. C'est sûr, c'est la facilité. Fait que continue de lui en offrir, mais offre-lui aussi d'autres textures parce qu'après 9 mois, l'acceptation des textures va devenir de plus en plus difficile, OK? Le bébé, il est moins
il a moins envie d'explorer puis de découvrir des nouvelles choses. Donc, si tu lui donnes juste ce qu'elle aime déjà, ça va durer jusqu'à 12 mois, puis 18 mois, puis en tout cas, ça va être long. Fait que continue, commence le repas avec des purées lisses, puis à la fin de repas, donne-lui des purées texturées, puis même si tu n'as pas fait la DME, OK, implante des principes de la DME, c'est-à-dire de laisser ton bébé manger par elle-même, puis c'est une bonne façon d'accepter les textures versus se la faire imposer dans sa bouche. Tu remplaces la sauce soya par quoi dans les aliments DME? Tu la mets pas, OK? Parce que, tu sais, même si tu en mettais juste un petit peu dans le plat au complet, il va en manquer vraiment beaucoup. Fait que mets de l'ail, mets du gingembre, du petit bouillon sans sel, des choses comme ça, mais pas de sauce soya, tu en rajouteras dans ton assiette à toi. OK. Si bébé de 6 mois est intolérant au soya et produits laitiers, est-ce que ça le rend plus susceptible à être allergique aux allergènes? Exemple, arachides. C'est des allergies qui sont différentes, OK? Donc, c'est pas les mêmes processus qui sont impliqués. Donc, tu dois introduire les allergènes comme tout le monde, là, à partir de 6 mois, les allergènes comme les œufs, les arachides. Je ne sais pas si il y a un pourcentage là, de fréquence quand il y a l'allergie non IgE médiée, s'ils sont plus à risque d'avoir une allergie IgE médiée, je m'excuse, Mélina Préfontaine. Je pense que c'est Mélina, mais là c'est Mel Préfontaine. En tout cas, sinon, Mel Préfontaine, il y a quelqu'un qui s'appelle Mélina Préfontaine, puis je pense que c'est toi. Quel produit laitier introduire en premier à un bébé presque 9 mois qui est sur Alimentum? Premièrement, Sophie, je te suggérerais de consulter une nutritionniste pour ça, OK? Donc, on va vraiment faire une évaluation complète de ton bébé, de sa croissance, de qu'est-ce qui est consommé, des symptômes qui sont associés à son intolérance. Parce que ça se peut qu'à 9 mois, le bébé ne soit pas encore prêt, OK? Mais en général, là, quand on réintroduit, on va y aller du ce qui est... Il y a plus... qui a le moins de risque de réagir vers ce qui va probablement réagir. Fait qu'on est dans le fromage, qui a moins de risque de réagir puisque la protéine est différente, a été transformée. Ensuite, le yogourt. Ensuite, le lait cuit et ensuite le lait frais. Sauf que j'aimerais vraiment mieux que c'est des étapes qui soient faites là, accompagnées d'une nutritionniste. Ah, super, Camille! Quand on parlait là, que le bébé voulait juste manger du fromage, à quel moment on introduit plus de textures? Ben, tu peux introduire différentes textures dès... ça fait comme m'irriter dans la gorge. Dès 6 mois. Mais avant 9 mois, il faut avoir introduit différentes textures. C'est les recommandations officielles sur l'introduction des solides. OK, Cassie, elle dit « Ma fille de 3 ans refuse un souper qu'elle n'aime pas en disant qu'elle n'a pas faim. » Mais 1 à 2 heures plus tard, bien entendu, elle a faim. Est-ce que je dois lui donner une collation ou redonner le même souper? Bien, premièrement, avant toute chose, il faut que tu aies déjà établi un horaire de repas et de collation. Fait que dans la soirée, si tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre le souper et le dodo, en général, il n'y a pas de collation. À moins que vous couchez plus tard parce que c'est une soirée spéciale. Mais si, mettons, vous mangez à 5 heures puis qu'elle se couche à 8 heures, mon Dieu, c'est tard un peu, mais il y en a qui se couchent tard le soir parce qu'ils sont pas fatigués. Bien là, oui, il pourrait avoir une collation. Mais tu sais, s'il se couche à 7 heures puis le repas il est fini de manger vers 6 heures, bien là, c'est trop tôt. Il n'y a pas lieu d'avoir une collation. Donc, ça se peut qu'elle refuse de manger, pas nécessairement parce qu'elle n'a pas faim. Elle, c'est ça qu'elle dit, parce que c'est ça qu'on leur dit. Ils reprennent nos paroles. Puis fait pour ça qu'on ne devrait même pas parler du repas. T'as-tu faim? T'as-tu pas faim? T'en veux-tu plus? Ils sont supposés nous le dire. Hein? La faim, le rassasiement, c'est quelque chose qui se sent. Peut-être qu'elle dit qu'elle n'a pas faim parce que wow, elle n'est pas sûre là, de ce que tu as servi, c'est nouveau, ou elle sait qu'elle n'aime pas ça parce qu'elle en a mangé l'autre jour. Donc, quand tu offres le repas, assure-toi, quand c'est quelque chose que tu sais qu'il y a moins de chances d'être accepté parce que c'est nouveau ou c'est tout mélangé puis ton enfant aime les choses séparées, bien d'offrir un accompagnement que tu sais qui est apprécié, quelque chose qui est plus sécuritaire. Fait que ton enfant elle a le choix, mettons que
mettons que tu as fait de la lanière de poulet avec des poivrons sautés comme style fajitas avec du riz, ben mets-la à côté dans son assiette ou mets-la sur la table qu'elle puisse prendre juste du riz si jamais elle veut pas vraiment le sauter parce que c'est mélangé puis elle n'est pas sûre. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qu'elle va pouvoir manger, mais tu dois accepter qu'elle prenne juste du riz si c'est le cas, OK? Et voilà. Fait que si jamais, puis aussi il y a le dessert, OK, qui peut être servi en même temps ou après le repas, qu'elle ait mangé ou non. Puis si tu considères qu'il y a assez de temps entre le souper puis le dodo pour avoir une collation, ben oui, tu lui donnes une collation, mais tu lui donnes la collation qu'elle aurait eue de toute façon. Tu vas pas compenser le fait qu'elle n'ait pas mangé. Fait que c'est juste de comprendre qu'elle te dit qu'elle n'a pas faim, mais ça veut peut-être plus dire ça, j'aime vraiment pas ça. Puis là, il y a comme rien d'autre sur lequel je peux apaiser mon appétit. Ça, je suis vraiment pas sûre, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais vu ça, fait que je veux pas y toucher. Ou ça se peut qu'elle ait vraiment pas faim à ce moment-là, OK? Fait que c'est des choses à savoir, à penser. Hey, là, vous avez beaucoup de questions, puis il est déjà tard. Oh mon Dieu! Faudrait que je sois en live à tous les jours pour répondre à vos questions, mais j'aurais plus le temps de vous créer des beaux outils. OK, je vais essayer de continuer ça. À quel âge bébé cesse de boire du lait et ne fait que manger ses repas? Ben, le lait, OK, le lait comme aliment de base, que ce soit le lait maternel, la préparation pour nourrissons, qu'habituellement, à partir d'1 an, on va changer vers le lait 3,25. Ouais, c'est ça. Habituellement, ça, le lait, ce que j'appelle le lait de base, il est important jusqu'à 2 ans. OK? À 2 ans, il va vraiment venir compléter les apports. OK? Ça ne veut pas dire qu'à 1 an et demi, puis à 21 mois, il va boire beaucoup, beaucoup de lait. Mais cet apport-là qui vient du lait vient vraiment aider à combler les apports que l'enfant mange au niveau du solide. Après 2 ans, il peut continuer à boire du lait, il peut continuer à boire du lait maternel, il peut continuer à boire du lait de vache 3,25 ou même 2%. Après 2 ans, on peut y aller avec le 2%. Mais il n'est plus aliment de base. OK? Là, on s'attend à ce que notre enfant de 2 ans, il mange sa nourriture puis que ça soit suffisant pour combler les apports de sa croissance. Par contre, il peut continuer à boire du lait. C'est correct, OK? À ce moment-là, ça devient un aliment nutritif de son alimentation. Qu'est-ce qui se congèle bien? OK? Si on veut faire des réserves de repas, bien, toutes les mijotés, OK? Ça se congèle bien. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de crème ou de lait ou de béchamel. Malgré qu'une petite couche de béchamel, ça peut bien se congeler là, dans une lasagne, par exemple. Mais quelque chose qui a de la crème, ça va faire des motons, OK? Au goût, ça va être bon, mais à texture, ça sera vraiment pas intéressant, puis visuellement, ça va être motonneux. Fait que s'il n'y a pas de crème, ça va être correct. Tu sais, par exemple, un mijoté de bœuf, un mijoté de poulet, mais qu'il n'y a pas de crème, c'est bien. Ensuite, les plats de pâtes qu'on va monter, puis qu'on va juste mettre le fromage sans faire cuire, ça se congèle super bien, puis on met le fromage râpé dessus, puis on met directement dans le four. Des pâtés, OK, pâtés au saumon, au poulet. On peut mettre juste une croûte sur le dessus si on n'est pas habitué de faire des pâtés avec des tartes là, en dessous. Puis sinon, toutes les compotes de fruits, mais aussi les compotes de courges pour faire des muffins puis des choses comme ça. Fait que ça, c'est bien. Comment faire comprendre la routine des repas et des collations à l'enfant? Ben, il faut, s'il est petit, il faut faire des pictogrammes, OK? Parce que il ne connaît pas encore l'heure et tout ça. Donc là, on peut faire, on se réveille, fait que là, une image quand on se réveille, puis après ça, on a une image du déjeuner. Puis là, habituellement, selon votre routine du matin, ben il peut aller dehors ou faire un bricolage. Puis là, il va avoir une photo de la collation. Puis là, après ça, il va avoir une photo qui va dehors. Puis là, après ça, il va avoir une photo du dîner. Fait qu'avec des pictogrammes visuels, au début, ça peut très aider. Puis sinon, c'est qu'il faut vraiment être constant. Il faut que vous l'appliquez, ce repas-là. Puis ça, c'est votre rôle au niveau de l'alimentation. Pour l'enfant, c'est important. Ça le sécurise de savoir qu'il va tout le temps avoir de la nourriture. Fait que même s'il n'aime pas trop le repas, là, tu sais, il sait que ses besoins en aliments vont être couverts le reste de la journée parce que la nourriture, elle arrive de façon régulière. OK?
Bien s'alimenter enceinte quand on a des reflux avec des fruits puis des légumes. Pauvre maman. Au niveau des reflux, c'est vraiment de prendre des petits repas plus souvent. Mais si c'est tout le temps les mêmes aliments, tu as l'impression qu'ils te brûlent, OK? Ben, n'hésite pas à prendre les médicaments que te suggère ton médecin. C'est vraiment pas agréable enceinte d'avoir mal à l'estomac, puis de s'empêcher de manger, puis de se sentir mal parce qu'on mange pas assez bien, parce qu'on a des brûlements d'estomac. Écoute, les hormones n'aident pas à ça, puis tout pousse sur ton estomac pour que l'acide remonte, OK? Fait que si tu as besoin d'un petit peu d'aide à ce moment-là, demande au médecin de te prescrire du Zantac. Est-ce que mon enfant de 20 mois peut trop manger? Non, OK? Si tu appliques le partage des responsabilités, qui n'a jamais été forcé de finir son assiette, que tu n'es pas là à l'encourager, « Ouais, super, tu manges bien », ce qui ne semble pas être le cas ici, il va juste écouter son appétit. Puis son appétit, lui, pour l'instant, il est bien, il mange beaucoup, qu'est-ce qui est offert, il aime les aliments, c'est tout à fait adéquat. Dans le fond, il ne faut pas intervenir au niveau de l'alimentation autre que, ben, oui, s'il y a une problématique particulière, une carence et tout ça, il faut voir la nutritionniste. Mais par rapport au repas, que ton enfant ne mange pas beaucoup ou beaucoup, ce sont les mêmes interventions. Et plus on intervient, plus on va empirer les deux cas. OK? Donc, si on intervient à un enfant qui ne mange pas beaucoup, il va manger encore moins. Puis si on intervient à celui qui mange beaucoup, il va avoir l'impression qu'on le contrôle, puis il va probablement manger encore plus. Fait que non, il ne peut pas trop manger. OK, j'avais des questions aussi qui demandaient c'est quoi les symptômes de l'intolérance aux produits laitiers quand on allaite un bébé puis qu'il est allergique, une allergie non IgE médiée aux produits laitiers, il pleure beaucoup. Mais c'est quoi les autres symptômes? Bien, c'est que le diagnostic va se faire au niveau du médecin selon l'histoire des symptômes, OK? Donc, il faut toutes les prendre en note, il faut en discuter avec le médecin. Ça peut être, il pleure beaucoup, vous avez l'impression qu'il a mal, OK? Vous avez l'impression que votre lait lui fait mal, il se tortille, il ne peut pas être déposé, c'est un bébé qui est difficile, il faut tout le temps qu'il soit dans vos bras, il faut tout le temps qu'il soit dans une chaise vibrante, puis ça ressemble beaucoup aux symptômes du reflux. Il peut avoir du sang dans les selles aussi, donc ça, c'est un symptôme qui nous enligne un petit peu plus droit là, sur le diagnostic, mais il peut ne pas en avoir et avoir l'allergie. Donc, il faut en parler au médecin. Puis sachez que le régime d'éviction, oui, c'est le traitement quand on a réussi à faire le diagnostic, mais c'est aussi la façon de le tester, OK? Il n'y en a pas d'autre. Fait qu'on peut, pendant 2, 3, 4 semaines, faire le retrait de notre alimentation du lait et probablement aussi du soya, surtout si notre bébé a beaucoup de symptômes et qu'on veut qu'il soit mieux le plus vite possible pour voir s'il y a une amélioration. Puis s'il y en a une, bien là, on en a des outils pour dire à notre médecin, bien regarde, j'ai arrêté de prendre des produits laitiers, du soya, puis il va mieux. Fait que, est-ce que ça pourrait être ça? Ah oui, bien on va continuer, tu sais. Ou sinon, ça n'a rien marché, là. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines, puis c'est peut-être même empiré. Ah, ben OK, on va regarder pour le traitement du reflux d'abord. Donc, c'est pour ça que... ben, c'est pas pour ça. Voilà ce que j'avais à en dire. Aliments priorisants en fin de grossesse. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, 26 semaines à peu près. C'est de savoir qu'au dernier trimestre, là, l'enfant, le bébé va vraiment faire sa réserve de fer. Puis, c'est souvent un moment que la maman... elle en manque un peu, elle aussi, parce que le bébé va puiser directement dans ses ressources. Donc, optimiser l'alimentation riche en fer tout le long de la grossesse, mais principalement... Pardon. Ah... mais principalement en fin de grossesse. Donc, si vous aviez arrêté de prendre votre supplément parce que vous aviez des nausées, tout ça, reprenez-le. Les céréales de bébé, des sources de fer, que ce soit de la viande ou des légumineuses ou du tofu. Et aussi les oméga 3, parce que là, on est vraiment dans le stade du développement du bébé, du cerveau, des yeux. Donc, il va aller puiser dans vos réserves en oméga 3. Fait que si vous aimez le saumon, la truite, le maquereau, le thon pâle en conserve, hein, le thon pâle qui a beaucoup moins de contaminants que le thon blanc, on évite le thon frais. C'est le moment. Voyons! Les graines de lin, les graines de chiard.
les graines de chanvre pour aller chercher des oméga 3 pour votre bébé. Voilà, fait que j'ai d'autres questions ici. OK, Caroline, elle dit, mon bébé de 5 mois et elle mange déjà. Oui, est-ce que je peux commencer avant 6 mois des textures plus épaisses? Oui, OK, tu peux commencer des purées plus texturées un peu avant 6 mois. Par contre, si tu veux offrir des morceaux style DME, il faut que ton bébé ait un développement puis un tonus d'un bébé de 6 mois. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser des probiotiques de manière régulière pour booster le système immunitaire? Il n'y a pas d'études qui prouvent que les probiotiques ont un effet préventif pour ne pas attraper le rhume ou tout ça. Par contre, c'est pas mauvais d'en prendre de façon régulière dans le yogourt et tout ça. Puis tu sais, en prendre 2 fois par semaine comme ça, tu vas pas te ruiner en probiotiques non plus. Fait que c'est pas grave si tu le fais, mais on peut pas te garantir que ça va avoir un impact, OK? Par contre, les probiotiques, c'est quand même prouvé pour certains trucs, comme par exemple la diarrhée qui est associée à la prise d'antibiotiques. Donc, c'est bien d'en reprendre après. La tourista après, mais là, il n'y a pas beaucoup de monde qui voyage. Donc, voilà. Nous, on n'en prend pas autre que dans les yogourts probiotiques à la maison. Parce que de toute façon, ça coûtait cher avec 4 enfants. OK, qu'est-ce qu'on répond à des enfants qui répondent « Wesh, dégueu, moi je mange pas ça ». Bien ça peut être une règle à table, OK? On dit pas de commentaires négatifs par rapport à au repas parce que ça te fait de la peine, OK? Puis tout dépendamment de l'âge qu'a les enfants, ben c'est de leur dire « Regarde, ça lui fait la peine, maman, quand tu lui dis ça. » C'est comme si, tu sais, je disais ça sur tes beaux dessins que tu me fais, tu sais, de la garderie, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas... Le but, c'est pas de rendre l'enfant coupable, de dire « Hey, moi, j'ai travaillé fort pour faire ton repas, puis tu me dis « Wesh », puis tout ça, c'est vraiment juste dire « Regarde, je veux pas des mots comme ça, OK? Moi, ça me fait de la peine. Je suis contente d'offrir un repas, mais j'aime pas ça. Tu sais, qu'on me dise ça, c'est tout. C'est comme si tu avais une conversation avec un petit ami. » À 9 mois, est-ce qu'on introduit des collations, même si le bébé mange pas beaucoup? Les collations avant 1 an, là, ils n'en ont pas besoin parce qu'habituellement, ils ont un boire entre les repas. Les collations vont venir si toi, tu dis « OK, il y a trop une longue période là, entre ce boire-là puis le souper. » Tu vas pouvoir introduire une collation, mais cassez-vous pas la tête avec les collations avant 1 an. Là. À partir de quand je peux introduire la fourchette? Ben si elle pique pas trop, comme les yeux, tout ça, tu peux l'introduire assez tôt, puis tu vas voir que les enfants sont quand même assez habiles. Il faut quand même qu'elle soit capable de piquer la viande ou les morceaux, mais que s'il se donne un coup comme ça, ben qu'il va pas se blesser. OK? Fait que, je demande à une de mes amies ergothérapeutes s'il y a un âge précis, mais je te dirais 1 an, tu peux lui présenter. Ça veut pas dire qu'il va être bon, là, OK? Mais ils sont capables déjà de prendre une cuillère, donc piquer à la fourchette, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. De l'huile de soya dans l'alimentum et nutrimigène, même si le bébé est intolérant, habituellement, c'est toléré, OK? Parce qu'il y a très peu de fraction protéique du soya. Mais il y en a qui disent que le bébé, il tolère pas tel alimentum à cause de ça. C'est là que c'est mieux conseillé d'aller voir la nutritionniste pour avoir toutes ces informations-là puis s'adapter à la situation. Mais le nutramigène puis l'alimentum, c'est des préparations hypoallergènes. Habituellement, c'est toléré chez les bébés qui sont allergiques. Voilà. J'avais une question aussi, c'était une maman qui disait qu'elle avait toujours faim secondaire à des médicaments hormonaux ou ça pourrait être secondaire aussi à des antidépresseurs. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que c'est difficile quand il y a des molécules dans notre corps qui nous envoient toujours c'est la faim, OK? Bien, premièrement, c'est de mettre la base sur l'alimentation pour se dire OK, j'ai toujours faim, mais tu sais, je prends un déjeuner le matin, puis après ça, j'ai une collation, puis après ça, j'ai le dîner, puis après ça, j'ai une collation, puis après ça, j'ai le souper, puis je me donne le droit de manger dans la soirée, tu sais. Bien, de se dire, ben là, tu sais,
je donne de la nourriture à mon corps souvent. Fait que j'ai peut-être encore la sensation de faim, mais au moins, je sais que c'est pas parce que j'ai été trop longtemps sans manger. Fait que ça vous permet plus de savoir si c'est réel ou pas. Puis si jamais vous avez vraiment l'impression que vous avez faim, puis vous dites non, j'ai vraiment envie de manger, là, ben faites-le, OK? C'est pas plus pire que ça, là, c'est pas grave. Mais mettez la base, puis après ça, décidez ou pas si, en plus de ça, vous assouvissez ça, cette faim-là. Par rapport à la faim aussi, là, je l'ai sauté parce qu'on dirait que je l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que c'est normal que l'appétit reste le même enceinte, OK? Qu'on n'ait pas vraiment plus faim pour manger plus enceinte. Oui, c'est tout à fait normal, OK? L'appétit, mettons qu'on n'a pas trop de nausées là, qui vient jouer au niveau de l'appétit au début de la grossesse, il va s'adapter aux besoins du corps. Mais les besoins du corps, ils augmentent un peu pendant la grossesse, mais pas tant que ça. Et ils n'augmentent pas vraiment pendant les 3 premiers mois. Fait que c'est sûr qu'au début, ça se peut que vous mangiez exactement comme d'habitude au niveau de l'appétit. N'oubliez pas, j'ai dit s'il n'y a pas trop de nausées et tout ça. Ensuite, dans le 2e et 3e trimestre, votre appétit va peut-être augmenter un peu, sauf que, tu sais, ça va être comme juste... Puis moi, là, mes collègues de travail, quand j'étais enceinte et que je travaillais à l'hôpital, ils disaient « Oui, ça paraît que tu es enceinte parce que tu manges tout ton dîner. » Puis c'était pas des portions énormes, mais moi, je suis quelqu'un vraiment qui écoute son appétit. Fait que moi, quand même qu'il en reste, j'arrête. OK? Quand j'ai plus faim, j'arrête. Puis là, elle avait remarqué que j'arrêtais quand c'était vide, alors que je faisais pas ça avant. Fait que c'est pas un appétit énorme qui dit « Oh mon Dieu, j'ai tout le temps faim. » Il y en a qui ont tout le temps faim, mais il y en a qui n'ont pas si faim que ça. Puis en bout de ligne, on va aller chercher le petit 300 ou 500 calories qu'on a besoin de plus naturellement pour la croissance du bébé au 2e et au 3e trimestre. Fait que attendez-vous pas, si vous êtes enceinte, à avoir tout le temps faim. Ça va arriver après l'accouchement, les premières semaines, là. Surtout si vous allaitez, là, vous allez dire, OK, oui, j'ai vraiment faim. En plus, c'est que là, il n'y a rien qui nous pèse sur l'estomac. Fait que, aïe, 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 on dirait que c'est magnifique. Avoir faim, c'est le fun, OK? Pas avoir faim puis avoir des nausées comme moi j'ai le matin puis de regarder mon déjeuner puis de me dire Caroline, il faut que je mange puis ça me tente pas. C'est pas le fun, OK? Fait que, tu sais, des fois qu'il y en a qui disent moi là, j'aimerais mieux plus avoir faim, je mange tout le temps. Avoir faim là, puis apprécier ça, on apprécie plus notre repas puis tout ça, c'est normal puis c'est le fun, OK? Fait que, ayez pas le souhait de ne pas avoir faim. Mon bébé va avoir 6 mois dans une semaine. Est-ce qu'il faudrait commencer par les légumes ou les céréales? Tu peux commencer par qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas d'ordre d'introduction, OK? Donc, tu peux commencer par les légumes, les céréales. Puis aussi, il va avoir 6 mois. Fait que tu peux progresser très rapidement, là. Puis tu peux lui donner des légumes puis des céréales la même journée. Les céréales, c'est pratique parce que c'est enrichi en fer. Sauf que, tu sais, on donne une variété d'aliments pour que le bébé découvre. On n'a pas besoin juste de donner des aliments riches en fer. Mais oui, il faut donner des aliments riches en fer dès l'introduction des solides. Comment introduire le lait 3,25? OK, c'est vrai, je l'avais cette question-là. Quand le bébé, il consomme de la préparation, est-ce qu'il faut offrir les boire avant ou après le repas? Oh, c'est beaucoup de questions. Il n'y a pas, encore une fois, là, c'est comme la transition sein-biberon, il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas un protocole, OK? Il y en a qui vont mélanger moitié préparation, moitié lait 3,25 dans le biberon, OK? Il y en a qui vont faire ça. Il y en a qui vont enlever un biberon de préparation puis qui vont mettre un biberon de 3,25 à la place. Puis il y en a d'autres qui vont faire en même temps la transition vers le gobelet ou le verre à bec. Fait que là, les biberons seraient de préparation, mais les gobelets seraient de lait 3,25. Puis là, ils arriveraient au repas, puis on garderait le biberon, OK, soit de préparation. Puis là, quand le lait est plus accepté, on peut aller au lait 3,25. Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire. Par contre, pour le avant et après le repas, à partir de 9 mois, on peut donner le lait après, parce que là, après 9 mois, le bébé, il devrait manger un petit peu plus puis qu'il complète les apports avec le lait et non pas avant, de 6 à 9 mois, que c'était le lait, l'aliment de base, puis tranquillement, on augmentait les apports en solides via l'introduction des solides. Fait que, Joanie, j'aimerais ça répondre plus en profondeur à ta question, mais elle comporte beaucoup de choses. Et si tu as besoin d'une évaluation complète, tu peux voir la nutritionniste pour vraiment t'accompagner là-dedans. En passant, moi, je ne fais pas de consultation. Fait que si vous m'en parlez, ça va me faire plaisir de vous référer
aux bonnes personnes qui ont des pratiques comme moi, en qui je fais confiance, mais moi, je fais pas de consultation. Malheureusement, mais heureusement pour vous, parce que ça m'a libéré du temps de plus faire de consultation pour faire mes cours en ligne et mes livres numériques et tout ça. Fait que c'est bon pour vous aussi. Fait que les amis, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions encore une fois cette semaine. Partagez mes vidéos. Si vous aimez qu'est-ce que je fais, faites connaître ça à d'autres mamans parce que je le vois, en lisant vos questions, je vois vos besoins. Des fois, c'est juste des petites questions comme ça. Puis je suis contente d'être là pour y répondre. Donc, partagez toute cette bonne nouvelle, puis je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit samedi. Le samedi à 10h, je cuisine avec les enfants. Donc, on se voit bientôt. Bye bye!